Ça vaut le coup, l'émission qui donne du sens à votre épargne. Aujourd'hui, on passe en revue les risques que vous prenez, en tant qu'investisseur bien sûr, en détenant des entreprises qui opèrent en Russie. Bonjour Louisa. Bonjour David. Alors, on se dit que pourtant, l'ISR, l'ESG devrait quelque part conduire à ne pas investir au-delà de la Russie dans des zones à risque, non? Il n'y a pas un filtre qui fait qu'on devrait être réticent ou attentif avant d'investir dans une zone où politiquement ça peut être compliqué? Aujourd'hui, on applique des risques sur des produits, des activités controversées, mais on n'a pas vraiment une exclusion sur des pays. Ça existait traditionnellement en fait des pays qu'on considère à risque d'un point de vue droits humains, et à chaque fois, on va les surveiller, ce qu'ils font les entreprises, pour éviter que cette situation s'aggrave d'un point de vue business. Ouais, c'est ça qu'on rappelle quand même que le gouvernement français n'interdit pas, n'oblige pas les entreprises à quitter la Russie. C'est bien de le rappeler, c'est quand même la doctrine politique officielle. Oui, c'est exactement ça. Et c'est pour cette raison-là que d'un point de vue investisseur, ce qu'on a voulu faire, c'était de fournir un cadre qui permet aux investisseurs d'apprécier les risques qui peuvent encourir les entreprises qui opèrent en Russie particulièrement. Donc, et pour vous, il y a 4 risques. Il y a 4 risques différents. On en a défini 4. Un risque sur le capital humain, c'est-à-dire quoi le risque? En fait, peut-être avant de vous donner les risques, comment on les a construits ces 4 risques, comment on les a définis, c'est surtout à partir des références internationales. Donc par exemple, les principes des Nations Unies à l'intention des entreprises et des droits de l'homme. On a également vérifié ce qui a été fait dans le passé, en fait, d'un point de vue juridique, légal, est-ce qu'il y a eu des accusations, est-ce qu'il y a eu des entreprises qui ont été associées à ce type de risques. Et en fait, à partir de là, on a construit 4 typologies. Un premier qu'on appelle un risque de capital humain, c'est-à-dire comment l'entreprise va aller surveiller les droits humains de ses fournisseurs ou de ses salariés qui opèrent en Russie. Et donc ça fait appel au devoir de vigilance. 2, il y a un risque plutôt lié à la corruption. Comment l'entreprise, par les biais de son activité, peut être associée à un membre du gouvernement, à l'armée. Donc ça, c'est notre deuxième risque. Un troisième risque, ce qu'on appelle un appel au boycott. Donc, c'est-à-dire qu'il y a de plus en plus des entreprises qui opèrent dans le domaine... C'est le risque réputationnel, le risque de oui, réputation. Exactement. Ouais. Donc, entreprises qui sont dans le domaine alimentaire ou dans le domaine des boissons. Et il y a de plus en plus de consommateurs dans les réseaux sociaux qui vont appeler au boycott. Donc, ça peut avoir un impact dans la réputation, dans la franchise, dans la marque. Il existe vraiment, pardon, parce qu'on dit souvent ce risque d'appel au boycott, ça peut effectivement ternir une marque, mais souvent les ventes ne sont pas affectées. Hein. Vous avez bien raison, parce que je pense qu'en France, traditionnellement, l'impact d'un boycott n'a jamais eu vraiment des chiffres en fait, derrière. En revanche, si on revient avant au Vietnam, aux États-Unis, l'ISR, ou les investisseurs éthiques de l'époque, ils savaient appeler au boycott et mettre beaucoup de pression sur les entreprises, par exemple de la chimie, qui produisaient du napalm au Vietnam. Donc oui, dans le passé, il y a eu des impacts. Oui, dans le passé, on a accusé des entreprises qui produisent des baskets pour avoir employé des enfants, et c'est ça qui a contribué à une amélioration de cette prise en compte. Donc s'il y a, dans le passé, on a des bons exemples, aujourd'hui, on ne voit pas encore dans les chiffres un impact de ces appels au boycott en Russie. Il y a aussi ce risque d'opacité, dernier risque, quatrième risque. Oui. L'opacité, c'est quoi? En tant qu'investisseur, il faut disposer des informations nécessaires pour évaluer aussi bien mais les boîtes cotées en France financiers. Qui ont des filiales en Russie, elles doivent... Aujourd'hui, accéder au site de ces entreprises en Russie, il est compliqué, il y a beaucoup d'opacité, ce qui fait que la notation ESG de ces émetteurs-là, à ce stade, a été dégradée parce qu'on ne détient pas l'information nécessaire pour les évaluer. Donc, voilà les 4 risques: droits humains, corruption, opacité et appel au boycott. Et à partir de là, on a essayé de cadrer les actions, les critiques qu'on entend aujourd'hui dans la presse et de vérifier comment chaque entreprise y répond. Et alors, qu'est-ce que vous avez observé? On a des bonnes pratiques et des mauvaises pratiques. Surtout, il y a une contradiction très forte. D'une part, des entreprises qui veulent rester en Russie parce qu'ils veulent protéger les salariés, parce qu'ils s'offrent des produits essentiels, des produits alimentaires, des laits infantiles par exemple, parce qu'ils produisent ou parce qu'ils commercialisent des médicaments. De l'autre côté, il y a un appel par exemple du président ukrainien pour dire qu'il ne faut pas continuer à financer cette économie. Donc il y a quand même une contradiction entre les deux, d'où l'idée de fournir un cadre objectif pour l'analyser. Côté bonne pratique, qu'est-ce qu'on voit? Des entreprises qui vont
donner des dons autour des 3 millions par exemple. On a un assureur qui veut accompagner tous les réfugiés. On a des opérateurs dans le domaine du tourisme donc, qui font de la location des biens, des résidences pour pouvoir loger des Ukrainiens. On a d'autres qui vont construire un brasseur danois qui va construire un camp des réfugiés à la frontière. Et des côtés des mauvaises pratiques, ou on va dire en tout cas ceux qui ralentissent au maximum, pour l'instant, qui disent on attend que peut-être ça devienne plutôt un risque juridique. Bon, et encore une fois, quand vous questionnez encore une fois les grands groupes cotés, ils apportent des réponses encore une fois sur ces 4 risques ou à il y en a ce certains stade, les réponses qu'on a obtenues, c'est via la presse. Très peu, pour l'instant, s'expriment par rapport à ces 4 risques. Ouais. Ouais. Mais pour vous, il faut surveiller de près les réponses qu'apportent les groupes sur ces risques-là pour effectivement avoir un jugement pour savoir si on prend un risque supplémentaire ou pas en gardant en portefeuille des entreprises qui opèrent en Russie. Oui, surtout en tant qu'investisseur responsable, il ne faut pas hésiter à les engager, à ouvrir le dialogue, à poser des questions et à leur demander comment ils s'agissent pour respecter ces 4 ou pour agir dans ces 4 domaines qu'on a identifiés. Allez, merci beaucoup Louisa Flores. Merci. Merci. Ça vaut le coup revient la semaine prochaine sur Boursorama.